Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 7 years. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 7 years.
everywhere. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years. Where we go from now, can you tell? I'd like to see the Odyssey. Call it climate change, I call it climate security. Eh bien, salut les modernes, salut les jeunes gens modernes et les moins jeunes et les moins modernes. Salut tout le monde, bienvenue, c'est la revue de presse du monde moderne. C'est tous les jours ou presque à 9h ou presque. Alors, c'est 9h30 puisque je suis sur Sud Radio. Ce sera plus rapide ce matin. Vous allez voir, la presse aussi n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est une magnifique couverture de Libération avec Jean-Luc Mélenchon en Saint-Jean-Luc, auréolé sur la couve de Libé. Vous allez voir ça. Et puis sinon, c'est la grève demain. Blanquer, le ministre méprisé cette fois-ci par les parents d'élèves qui n'en peuvent plus de trifouiller le nez de leurs chers bambins et les profs qui n'en peuvent plus d'être traités comme de la merde depuis des années avec maintenant un protocole de tout le monde s'en fout. Même si Jean Castex et Jean Cluster a bien expliqué que le protocole avait été revu à la baisse, voire à la hausse, enfin bref. Donc ouais, Sud Radio, le Wi-Fi va péter, je ne sais pas. En tout cas, c'est parce que j'ai le mercredi matin un édito et puis ensuite j'enchaîne sur un débat. Et puis voilà, donc je suis obligé de caler la revue de presse entre tout ça. Et je vois que vous êtes nombreux encore ce matin à suivre la revue de presse du monde moderne. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner via Prime sur Twitch. Sur YouTube aussi, faites monter les vues de la chaîne YouTube. Surtout que le rapport Bronner, vous allez voir, on va en parler, est tombé. Ils vont faire la chasse aux journalistes qui travaillent pour des organes de presse étrangers du Kremlin, par exemple. Et puis, attention à la désinformation. Ici, c'est dommage, on ne fait qu'informer en lisant la presse des milliardaires. Donc, on est à fond dans les clous. Donc, n'hésitez pas à partager à fond le lien de cette vidéo et de toutes les autres. On vous aime, vous faites un boulot d'enfer. Merci à Kika aussi qui fait la modération du chat sur Twitch. Putain, c'est des mots qu'on dit en 2022 quand même, la modération du chat sur Twitch. Je savais pas qu'un jour je ferais ça. Non, à la base je voulais faire de la BD et puis du rock. Mais bon, après on peut aussi faire du journalisme, ça peut se faire. Allez, on commence. C'est la revue de presse du monde moderne, il n'y en a qu'une, vous la connaissez. Elle donne la pêche quand même, même si les nouvelles sont globalement de la merde. On arrive quand même à en rire. Maintenant, c'est la grève à l'école, c'est la une du Parisien, le canard à nanar. Et oui, c'est la grève à l'école parce qu'il y en a marre de Jean-Mimi tiens, c'est la rentrée. Tiens, comment je vais faire pour faire croire que je garde l'école ouverte ? Il a vendu 800 exemplaires de son livre L'école ouverte. 800 exemplaires, c'est pas beaucoup. Mais il a gardé l'école ouverte, il en est très fier. Il dit, il faudrait quand même pas que je me fasse trahir par ma majorité. Alors, à La République En Marche, on l'appelle Jean-Michel à peu près. Quand c'est pas Jean-Michel K.O., quand c'est pas Jean-Mi la blague, Jean-Mi l'école, Jean-Mi l'ouverture. Bref, grosse grève qui se prépare. C'est comme si les enseignants étaient là pour permettre aux parents de travailler et pour que l'économie fonctionne à l'heure du Covid. Oui, l'école de la République, mesdames et messieurs, chers parents, chers élèves aussi qui nous regardez, est devenue une garderie où vous apprendre à
obéir, à mettre le masque dès 6 ans, de 8h du matin à 18h, y compris à la cantine et en récré, et puis à travailler pour la productivité économique, non pas à devenir des citoyens éclairés et au danger, suprême danger peut-être de futurs petits anarchistes ou petits futurs révolutionnaires qui voudraient foutre en l'air le système d'oppression capitaliste paternaliste, comme on dit à gauche. Non, évidemment que non. Vous voulez tous devenir milliardaires, envoyer des fusées dans l'espace. Et d'ailleurs, il y en a un. Oh, mais je te vois, Jeff. Ne te cache pas, Jeff. Je te vois. Il nous regarde c'est sa plateforme, hein, Twitch. C'est Jeff Bezos. C'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Jeff Bezos. Joyeux anniversaire, Jeff Bezos. Joyeux anniversaire, Jeff Bezos. Et bravo pour ta grosse fusée qui va dans l'espace. Et pour Amazon et les gens que... Voilà, donc comme je suis le stream qui fête l'anniversaire officiel à Jeff Bezos, j'aimerais bien que Jeff fasse un petit geste pour le monde moderne s'il peut devenir oligarque. C'est avec grand plaisir que nous louerons ses louanges tous les matins, hein, au-delà de son anniversaire. J'ai pas de portrait dans ma chambre de Jeff Bezos, mais quand même... Bravo, et puis c'est l'anniversaire aussi visiblement du mari de... J'arrive pas à lire le nom. Voilà, Jeff, t'es pas tout seul. Jeff, pleure pas. C'est des copains qui reviennent. Jeff qui fait sa crise de la soixantaine, hein, quand même. Et puis le train de la hype approche pour fêter l'anniversaire à Jeff Bezos. Je trouve ça super sympa. N'hésitez pas à vous abonner, à dépenser vos points de chaîne, à offrir des abonnements, à hurler votre joie d'être ici, de communier chaque matin dans cette revue de presse, ma foi, du monde moderne. La preuve, on fête l'anniversaire à Jeff Bezos qui a fait Twitch. Enfin non, qu'il a racheté, pardon. Lui, il n'a pas fait grand-chose, hein. Il a fait une place de marché, il a une petite boutique qui a vachement bien marché. Et depuis, il se prend pour un pharaon. Et alors, le Parisien... qui nous fait aller dans le secret des QG de campagne des candidats. Vous allez voir, c'est une immersion partout dans Paris. On voit où ils sont situés. Alors, Zemmour et Macron, enfin, la REM, pardon, autour de l'Élysée, Anne Hidalgo pas loin de la mairie de Paris pour faire des allers-retours, évidemment EELV au cœur du temple de la bobouitude comme certains aiment à le dire, du 10e, c'est chic, bon genre, mais c'est pas non plus ostentatoire, le QG de la France Insoumise qui est dans le 10e, et puis chez Marine Le Pen on est dans le 16e, tout comme chez Valérie Pécresse, hein, dans le 17e. Alors vous allez voir, ils ont chacun leur petit truc fétiche. Valérie Pécresse a décoré son petit bureau avec un petit portrait de Jacques Chirac en marionnette, un petit livre sur les mémoires de Gaulle, un petit Karcher aussi dans l'angle du bureau. Non, elle l'a pas, parce que Karcher a interdit, enfin elle a dit arrêtez d'utiliser notre marque pour dire de la merde s'il vous plaît, merci. Et donc voilà, le groupe Karcher a demandé hier l'arrêt immédiat de tout usage de sa marque déposée dans la sphère politique, déplorant des propos déplacés de la candidate Valérie Pécresse dans un communiqué. Voilà, c'est assez génial. Nettoyeur à haute pression d'eau. Non, essayez la métaphore filée avec d'autres conneries, mais le Karcher en a ras-le-bol. Côté Zemmour, eh bien, lui partage, donc il a un immeuble bourgeois de 400 mètres carrés dans le 8e rue Goujon, avec des affiches Z partout, des matelas gonflables partout, parce que la jeune équipe de campagne dort là-bas. Souvent, lui, il a un bureau qu'il partage avec Sarah Knafo, une photo d'eux en noir et blanc, des mugs ben voyons, des casquettes et autres goodies qui habillent le lieu. La capitainerie, le siège de Marine Le Pen, avec des petites touches de Jeanne d'Arc et des symboles sur le monde de la navigation, hein, marine, la vague bleue marine, la capitainerie, tout ça, le cap, hein, voilà. Et puis le buste de Marianne dédicacé par Brigitte Bardot, Anne Hidalgo à côté de l'hôtel de ville comme je vous le disais, chez Yannick Jadot rien d'ostentatoire, 9e arrondissement, cosy mais pas bourgeois, le point culminant, le bureau du candidat, la déco est sobre, un drapeau européen et un drapeau français, il faut le préciser, pas de gris-gris, pas de souvenirs politiques, c'est pas le genre de la maison, voilà. Et puis le QG d'Emmanuel Macron, pardon, de la REM, il y a un étage pour la REM, enfin plein d'étages, et un étage pour le jour où le candidat va dire qu'il est candidat, puisqu'il est candidat mais qu'il ne le dit pas, et qu'il fait candidat campagne, pardon, avec notre argent, puisque c'est ça qui est merveilleux. La 5e, quand tu es président, tu as un peu tous les droits, y compris celui d'insulter les Français. Alors non, c'est pas un droit, c'est un devoir, c'est d'être un peu respectable. Bon, alors la chicha,
La chicha, vous savez, c'est ce narguilé, cette truc pour fumer du tabac parfumé avec de l'eau qui glougloute. Alors attention, c'est le plan B pour fumer. Ce narguilé s'installe chez les ados comme la première expérience du tabac. Autant les ados n'achètent plus la cigarette qu'ils jugent vraiment dégueulasse. Par contre, la chicha arrive en force. Et alors le problème de la chicha, vous allez voir, c'est que c'est pas ce qu'on croit. Alors on te dit non, c'est vachement bien parce que l'eau permet de filtrer quand même un peu le tabac et c'est mieux. Et en fait, pas du tout. Il y a un gros point noir et pas des moindres, le caractère hyper toxique de la chicha. Et oui, alors attendez, non, ce n'est pas un édito d'Elisabeth Lévy ou de Gilles William Goldanel. Non, c'est des médecins qui vous disent attention, la chicha, c'est un triple mélange de fumée que vous inhalez, celle du tabac bien sûr, mais aussi celle des charbons qui servent à la combustion et celle des particules chimiques qui parfument le mélange. Donc c'est un médecin du sport et de la médecine pulmonaire qui dit qu'une séance de chicha avec une quarantaine de bouffées revient à fumer l'équivalent de 2 paquets de cigarettes. Et oui, en monoxyde de carbone. C'est surtout l'ingestion du monoxyde de carbone qui est un poison qu'on trouve dans le pot d'échappement des voitures. La chicha, c'est énormément de pollution par particules, par le monoxyde de carbone en l'occurrence, sauf que là, vous le mettez directement dans votre corps et ça peut engendrer des vomissements, des nausées, des détresses respiratoires et c'est l'inverse en fait que l'EPO, cette drogue du sport qui permet de booster la quantité d'oxygène transportée par le sang. Avec la chicha, c'est l'inverse. Les particules se fixent sur l'hémoglobine, sur les muscles, dont le muscle cardiaque, et il faudra entre 24 à 36 heures pour éliminer les effets néfastes de la chicha qui baissent votre taux d'oxygène en fait. Donc chicha plus Covid, attention, c'est l'effet Raoult. Il expliquait à Marseille la recrudescence à cause de la chicha. Alors pourquoi pas? Donc vous êtes prévenus, attention la chicha, si vous en fumez, c'est l'équivalent de 2 paquets de clopes pour une séance de 40 bouffées de tabac parfumé. Voilà, c'est assez impressionnant. Le sport c'est dangereux, faites rien, surtout si vous faites du foot et que vous êtes vacciné, visiblement c'est super dangereux de faire du foot. Et voilà, regardez, c'est la une de Libé, ça y est, ils l'ont fait. Libé a fait la une avec Jean-Luc Mélenchon, c'était inattendu. Alors, ils vont sans doute faire la une avec Taubira quand elle va annoncer sa candidature demain ou vendredi. Là, on le voit auréolé, vous savez, de cet anneau des influenceuses qu'on retrouve quand j'en ai un, pour être bien éclairé. Regardez, comme ça, on voit tous mes points noirs et tout. Toutes mes cernes, là, toutes mes rides. Voilà, je peux faire un tuto maquillage, alors voilà, tuto barbe aussi. Alors, pour bien tailler sa barbe, alors, généralement, je me lève le matin vers 4h du matin. C'est la bonne heure pour commencer à regarder la lune, qui permet quand même d'adoucir le poil de manière majoritaire. Ensuite, j'utilise un bain beauté double avec bout du Gange et bout du Nil, qui permet là aussi d'obtenir ce teint que vous adorez, évidemment. Donc non, Jean-Luc n'est pas une influenceuse, il est un leader politique de gauche, sans doute le dernier, donnez-moi le mandat et vous allez voir ce que vous allez voir. Grande interview dans Libé, intéressante, je vous invite à la lire pour comprendre le travail acharné, cette campagne qui a commencé depuis longtemps. Pourquoi la primaire, il en a rien à foutre. Et puis cette question, est-ce que le défaut de la gauche tient aussi dans son discours trop victimaire ? Alors, parce que oui, c'est toujours la faute de machin, le climat, la nanana, et il explique. La victimisation est un moyen d'abandonner la critique du système capitaliste. La gauche traditionnelle opte pour une logique de réparation afin de s'épargner la lutte. Mais il y a plus que toute une ligne à tenir. Des millions de personnes ne mangent pas à leur faim dans ce pays. Plus une société est inégalitaire, moins elle est unie et moins elle peut faire face aux défis collectifs. Pour le moment, l'enfant de riche est tranquille, il ne fait pas froid dans son appartement, qui ne donne pas comme celui du pauvre sur le périphérique. Pourtant, le dérèglement climatique, les zoonoses, les maladies, des infections. Alors maintenant, on nous parle d'un nouveau virus qui serait l'équivalent d'Ebola des chauves-souris, qui pourrait arriver via la Chine, parce que l'Omicron a beaucoup déçu, donc il se pourrait qu'on ait un virus hémorragique qui ferait là un taux de létalité à 88%. Vous allez voir, ça va arriver là dans les jours qui viennent, on va vous commencer à parler de ce virus de je ne sais plus comment. Mais non, là, dans les zoonoses, attention, revenons à Jean-Luc, vont frapper l'un et l'autre. La conséquence de la croissance des inégalités, c'est l'incapacité à répondre aux défis collectifs. Alors, des habitants ici ou là s'organisent par eux-mêmes, pour régler des problèmes au quotidien, sans structure officielle. Ça s'appelle la solidarité, les petites solidarités, la proximité, c'est important. Avec moi, président, ils y seront encouragés. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Et toute l'interview, bien sûr, est à l'envi en expliquant pourquoi le leader insoumis reste cohérent avec son choix d'avoir quitté le PS il y a de ça longtemps, de tenir cette ligne de la gauche de lutte face à la gauche de la victimisation. Et puis, pourquoi n'appelez-vous pas clairement les Français à se faire vacciner ? C'est pas mon rôle. Moi-même, je me suis fait vacciner 3 fois. Je dis à la tribune de l'Assemblée nationale, je milite pour la licence libre. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Je sais ce que vous voulez. Vous voulez que je vous dise que Macron a raison, que la vaccination suffit à tout. Et il dit, c'est pas ce qu'on dit. Simplement, vous parlez de convaincre. Quelle est la solution ? C'est du boulot. Il faut regarder les gens qui sont pas vaccinés. Il y en a qui y sont pas parce qu'ils ne peuvent pas pour plein de raisons. Et puis, il existe des déserts médicaux. Il est temps de respecter les gens plutôt que de les insulter. Tous les gens qui ont été contaminés au chlordécone en Martinique et Guadeloupe, 90% de la population, ceux-là on les a oubliés, et il a raison de parler de ça, de remettre sur le tapis le pourcentage des victimes aussi. Et il est urgent de discuter et d'écouter. Leur méfiance a une base, et c'est donc important de comprendre, pas d'eau courante, etc. On ne gouverne pas les gens comme on administre des choses. Aujourd'hui, une caserne est plus libre que la société du contrôle généralisé de la punition collective à la Macron. Il faut gouverner à partir des besoins et non à partir du marché. Voilà, et puis après, petit laïus sur l'union de la gauche, enfin bref. Et puis quand même, Jean-Luc Mélenchon qui a été condamné mardi pour injure publique et diffamation envers Radio France. Et oui, en 2018, il avait dit que les journalistes de la cellule investigation de la radio, qui enquêtaient sur des soupçons de surfacturation dans la campagne de 2017, il les avait traités d'abrutis et de menteurs. Il a été condamné à 500 € d'amende avec sursis et 3 000 € de dommages et intérêts à Radio France. Alors, lors de ses vœux à la presse, il a dit « Alors, je ne peux pas vous traiter d'abrutis et de menteurs, par contre, je peux vous emmerder. » Maintenant, c'est public. Puisque Emmanuel Macron vient d'emmerder quand même des millions de Français. Et bien, bizarrement, il y a un retraité qui a lancé une procédure en diffamation face à l'encontre du président de la République. On verra si ça aboutit, sachant qu'il a le pins d'immunité de Koh-Lanta et qui peut les mutiler, les maltraiter, les insulter, tranquillou. C'est quand même un truc assez impressionnant. La suite ensuite de la revue de presse. Donc je vous invite à prendre Libé, vous y verrez donc cette interview de Mélenchon, mais aussi plein d'autres choses, notamment le rapport Bronner. Alors le rapport Bronner, attention. C'est un rapport sur les fake news. Alors Bronner, il avait été pris la main dans le sac parce qu'il était quand même au comité d'éthique d'Areva. Il est très proche des milieux d'affaires. Il est totalement macroniste, même si son rapport parle à tous les leaders politiques et tous les camps politiques. La conclusion, c'est qu'il y a en fait des continents idéologiques qui s'ignorent. Alors si on s'informe dans la désinformation, on n'a plus du tout la même information que ceux qui s'informent dans l'information. Du coup, on ne peut plus débattre. Et c'est le manque de respect qui fait que patatras, un président en vient à insulter son peuple. Ah là là, mais qu'est-ce qu'on fait contre les fake news, par exemple, d'Olivier Véran, qui n'a fait que mentir dans cette crise du Covid. Alors lui, il a le droit, il est ministre, c'est pas pris comme fake news, c'est pris comme le ministre n'a pas été très précis, le ministre n'avait pas les chiffres en sa possession, le ministre s'est trompé. Non, il a sciemment menti aux Français, mais là, il a le droit, il est ministre. Il faut savoir, en termes de désinformation, les premiers à faire de la désinformation sont souvent les pouvoirs publics, les États. Tout simplement parce que ça s'appelle la propagande et parce qu'il faut le faire pour lancer des trucs. Et en Afrique, la France d'ailleurs n'est pas en reste, puisque dans ce rapport Bronner, on montre du doigt, bien sûr, la sphère de désinfluence russe pour laquelle je travaille, mon Dieu. Ça, c'est de la diffamation, puisque chez RT, on a une rédaction avec des journalistes, on fait un travail avec des journalistes encartés avec la carte de presse françaises qui font de l'info et qui est vérifiée et vérifiable. Il n'y a pas de fake news. Et pourtant, Macron l'a très mauvaise puisqu'il y avait eu, pendant la campagne, cette rumeur de compte offshore du candidat. On n'est jamais allé chercher depuis. Non, mais c'est vrai que les millions qu'il a gagnés dans la banque d'affaires se sont volatilisés. Il cramait un SMIC par jour. Alors, Macron, c'était monsieur 1500 balles par jour. Ah bah oui, un coup, tu comprends, le resto, il faut cirer les pompes le matin, j'allais à la salle de sport, c'était quand même un bel abonnement, les réparations, et puis il a tout mis dans la maison du Touquet. Avec Brigitte, ils ont fait une déco pharaonique, c'est merveilleux. Donc il faut croire à tout ça. Et évidemment, le problème de ce rapport Bronner, c'est que vous avez d'un côté
l'information officielle, tout ce qu'il est logique et agréable d'écouter. Et puis de l'autre côté, la mauvaise information, celle où tu cherches, où tu poses des questions, et tu te dis, mais attendez, il y a des faits quand même. Vous avez Albert Bourla, par exemple, le PDG de Pfizer, qui vient de dire que oui, 2 doses, c'était un peu foireux, que 3 doses, ça commençait à être un peu efficace, mais qui travaillait sur une nouvelle potion qui permettrait d'englober tous les variants de la Terre entière. Voilà. Donc le mec te dit, oui, c'est vrai, on vous a vendu un truc, c'était pas au point, mais c'est pas grave. Et personne ne saute sur cette déclaration pour dire, bon, bah écoute Albert, on va revoir les contrats. Tu vas nous rendre les 36 milliards que tu as engrangés, tu vas nous rendre la moitié. La moitié, tu gardes l'autre moitié, on est quitte. Non, ça se passe pas comme ça, c'est assez incroyable. Donc voilà, ce rapport, j'en parlerai cet après-midi si j'ai des étudiants qui regardent cette revue de presse. On en parle tout à l'heure. En cours, bien sûr, du rapport fake news et de qu'est-ce que la fake news. Pourquoi les pouvoirs publics sont autant dépendants maintenant des GAFAM et des plateformes? Parce que, in fine, dans ce rapport, on revient à ce qu'était la loi Avia qui avait été sanctionnée par le Conseil constitutionnel à l'époque, qui voulait censurer la parole sur les réseaux sociaux. Donc on remet ça sur la table en période électorale. Tout va très bien, Madame la Marquise, avec le président Macron qui faisait ses vœux à la presse hier et qui disait les journalistes, c'est comme les chasseurs, il y en a des bons, puis il y en a des mauvais. Les bons, c'est ceux qui m'aiment bien. Il disait pas ça comme ça, mais en gros, c'était aussi con que ça. Et ici, vous avez un très mauvais journaliste. Mais vous le savez d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux chaque matin. Oui, la peur, il y a beaucoup de choses comme ça, le fait de ne pas pouvoir dire ce qu'on veut dire, la parole contrainte, quotidien par exemple, l'émission de Yann Barthès qui avait censuré un reportage sur la vente d'armes à l'Arabie Saoudite, puisqu'on savait que ces armes, c'était Disclose qui avait fait l'enquête, je crois, montrait que ces armes, on savait sciemment qu'elles étaient utilisées contre des civils, il fallait surtout pas fâcher le Quai d'Orsay. Donc voilà, il y a cette déférence-là, cette autocensure qui fait un mal de chien à la confiance que les Français peuvent avoir dans leurs médias et aussi dans le jeu démocratique. Il faut à un moment aller chercher l'information et la partager. Surtout, c'est le rôle des journalistes en fait, d'avoir ce rôle-là. On est les derniers à pouvoir le faire. Donc si on n'utilise même pas ce pouvoir, ce petit pouvoir-là, ça ne va pas aller très loin. Je ne vous le cache pas. Allez, il faut faire les 1000 aujourd'hui. N'hésitez pas à partager le lien de cette revue de presse dès à présent, de vous abonner. Et évidemment, d'abonner vos amis, votre famille, vos enfants, vos chats, vos chiens, tout le monde doit connaître l'existence de cette revue de presse quotidienne, même si on se bat contre vents et marées, contre les algorithmes qui vont petit à petit sans doute nous mettre loin, parce qu'on lit la presse des milliardaires, pourtant on ne fait rien de mal. Je ne comprends pas. Allez, hop, abonnez-vous, comme on dit, chez Pif Gadget. Et puis l'OMS qui nous dit que 50% de la population européenne aura le Omicron d'ici les 6 à 8 prochaines semaines. Un Européen sur 2 va choper l'Omicron. Alors autant vous dire que là, pourquoi continuer à s'emmerder avec les cotons-tiges dans le nez, avec les masques, avec les vaccins qui marchent moyen, avec tout ça, Bon. Là, on est l'assurance que tout le monde va être omicroné. Déjà qu'on a pfizerisé pas mal de monde, là tu dis non mais la nature fait bien les choses, elle a prévu un vaccin gratuit naturel, c'est l'Omicron. Alors peut-être pas, peut-être qu'après on aura ce fameux virus du ultra-tueur qui vient des chauves-souris ébolesques. Je ne sais pas. En tout cas, cette nouvelle c'est une estimation de l'Institute for Health Metrics and Evaluation. Wow. Voilà, c'est pas l'OMS, c'est Hans Kluge, directeur Europe de l'OMS. Ah oui, si c'est quand même l'OMS qui s'appuie sur ce rapport-là pour te dire que voilà, un Européen sur 2 chopera la ch'touille d'ici 6 semaines. Donc vous êtes prévenus, vous allez tous avoir l'Omicron, vacciné ou pas. Allez, bon courage. Dans l'IB encore, décidément, il y a beaucoup de choses dans l'IB ce matin. Interview de Laurent Joly sur Zemmour. Son audace n'est pas de réviser l'histoire, si justement c'est de réviser l'histoire afin de peser politiquement sur le présent. Il écrit un livre, Laurent Joly, sur... alors attends, on peut se fader le truc sur le hip-hop, sur le cinéma au Portugal, mon Dieu. Non, alors j'ai dû le passer. Oui, j'ai passé. Où est-ce que c'est ?
Oui, voilà. La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs, chez Grasset. Le livre de Laurent Joly explique en fait que Éric Zemmour a remis en cause la doxa Paxton, qui est cet historien spécialiste du régime de Vichy, qui conteste en fait les thèses de Paxton parce qu'il était américain, alors que lui s'est appuyé sur beaucoup d'historiens pour parler du régime de Vichy, mais aussi parce que Vichy, ça a été la première expérience d'union des droites, réellement, où vous aviez monarchistes, vous aviez les pétainistes, les royalistes, les catholiques traditionnalistes, des néo-socialistes, des fascistes, dissidents, l'Action française, tout le monde s'est retrouvé dans Vichy, donc c'était la première expérience IRL de l'union des droites. Ça a marché ce que ça a marché. Heureusement que les Allemands étaient là pour aider. C'est un peu comme l'Europe. Ils étaient déjà là pour dire c'est bien ce que vous faites, les Français. Donne-moi le juif là-bas. Hein, non, monsieur. Non, monsieur, ici c'est la France, monsieur. Ici on mange du saucisson, on boit du vin rouge. Oui, et on dénonce son voisin. Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur le soldat allemand. Oui, c'est vrai. Oui, ben c'est aussi parce qu'on vous aime bien. Hein, vous êtes bien habillé, vous êtes gentil, tant qu'on est gentil avec vous. Hein. On se rappelle bien sûr de la déportation du Veldiv, de la collaboration de la police de Vichy, la police nationale, qui naît de ce régime. L'ordre des médecins aussi, qui vient de ce régime. Vichy, si Vichy m'était compté. C'est toute une histoire de France, évidemment, qu'on redécouvre. Et puis, donc, Laurent Joly qui explique, en fait, si cet appel à l'union des droites s'inscrit dans cet héritage. Alors il dit que sous la Troisième République, les droites étaient divisées, bien sûr, sur les institutions. Il y avait encore beaucoup de royalistes, évidemment, qui partaient à l'assaut du régime républicain, mais des passerelles existaient sur les courants. Et puis, la fin des années 30, bien sûr, les différentes figures, Henriot, Vallat. Et puis aussi, Zemmour reprend la figure de l'écrivain qui écrit sur, comme Maurras ou Léon Daudet ou Bainville, sur le déclin français, en fait, d'une grande nation devenue petite. C'est pas nouveau. C'est aussi un modèle de l'écrivain nationaliste que reprend Zemmour. Et donc, il essaye de faire tout ça à sa sauce avec un certain succès. Et donc, le problème, c'est que lui conclut qu'en fait, Éric Zemmour a lu les livres d'histoire, mais le plus souvent, il n'en tire que des connaissances superficielles qui le ramènent à des obsessions personnelles. En revanche, il est très péremptoire, il bombarde ses interlocuteurs de référence, parfois allant jusqu'à inventer des débats historiographiques pour les besoins de la cause, la sienne, puisque maintenant, il est candidat. Voilà. C'était un point Vichy important parce que, oui, on vient de là quand même. T'apprends les dates, t'apprends 2-3 trucs, tu dis l'Algérie sur nous, ça n'existait pas. Et puis hop, c'est parti. C'est parti, mon kiki, tu fais campagne. Le Karcher, non, plus le droit d'utiliser le Karcher, Madame Pécresse. Alors qu'est-ce que je vais aller chercher à la cave? Une bonne bouteille de pinard, tiens, ça ira mieux, voilà. Le Figaro qui fait sa une sur les squatteurs. Le fléau persiste malgré la nouvelle loi, puisqu'il y avait une loi qui permettait de faire une procédure accélérée pour récupérer son logement squatté. Où est-ce que je vais mettre ça? Et le Figaro. Excusez-moi, j'ai éternué. Tout va bien. Et donc ce fléau, alors il y a plusieurs façons de squatter. Vous aviez Jeudi Noir qui montrait aussi le nombre de logements vides dans Paris. C'est énorme, c'est un pourcentage indécent compte tenu du prix des logements, des gens qui dorment à la rue, du mal logement. Vous avez des propriétaires qui s'en foutent évidemment. Puis vous avez après des petits vieux qui ont économisé toute une vie et des squatteurs qui viennent leur flinguer leur rêve de retraite. Des gens aussi qui se font simplement exproprier. Donc c'est un problème complexe où une réponse trop simple pourrait conduire bien sûr à bien des débordements. La propriété privée, c'est une loi centrale bien sûr dans la démocratie libérale héritée des Lumières. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand cette propriété privée va trop loin? Est-ce que on peut la mettre sur le vivant? Enfin là, on parle de maison en l'occurrence. Pour certains, le squat, c'est du vol. Et donc, ça devrait être traité comme tel. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'il y a des squats qui permettent d'héberger des réfugiés, qui permettent aussi de faire monter des causes. Je parlais de Jeudi Noir. Donc voilà, sujet complexe traité par le Figaro sous l'angle bien sûr de salopards de squatteurs. Et c'est vrai que beaucoup sont là pour saboter, saccager et voler le bien d'autrui. Et c'est mal, le vol, c'est mal.
Comment assurer le bon déroulement de la présidentielle malgré le Covid, hein? Alors, avec le gouvernement qu'on a, ils ont fait un petit zoom avec tous les responsables de partis, hein, pour les rassurer en disant on travaille pour que l'élection se déroule dans les meilleures conditions pour tous les Français. Et alors, comme c'est les rois de l'entourloupe, pour utiliser un mot mignon, hein, et pas un gros mot, quand même, les mecs se disent oh là, vous allez faire quoi comme saloperie, les gars? Alors, ils ont promis que les bureaux de vote ne seraient pas interdits aux non-vaccinés, hein, voilà, donc déjà ça, c'est une promesse, vous pouvez l'écrire et le présenter lors de votre passage au bureau de vote si vous êtes encore en vie, pas en prison, et que vous n'êtes pas vacciné d'ici le mois d'avril. Et ils ont également promis que, attention, non, il n'y aurait pas forcément de vote par correspondance, même si le MoDem va déposer un amendement dans sa niche parlementaire pour remettre sur la table le vote par correspondance. Le bon MoDem qui a bien senti le truc. Ah, ce serait bien quand même si on pouvait faire passer en loose dé avec Darmanin qui fait pression, Macron qui se dirait tiens, si je faisais comme Biden avec tous ces votes que oh regarde, j'ai reçu plein d'enveloppes de votes pour moi. C'est super bien fait. Donc voilà, donc attention qu'il n'y ait pas d'entourloupe à ces élections d'avril. Elles sont suffisamment importantes pour qu'en plus, il n'y ait pas d'entourloupe. Alors, il y en aura forcément, c'est une élection présidentielle. Est-ce que l'ONU enverra des observateurs? Je pense que ça se mérite. Pour le moment, Jean Castex dit que c'est des aménagements à la marge, comme par exemple celui de permettre aux chefs de bureau de vote de pouvoir participer au dépouillement des votes, ce qui n'est pas le cas auparavant, mais compte tenu du risque de cas contact ou du manque de personnel, eh bien... La personne qui tient le bureau de vote pourra dépouiller également. Pour le reste, évidemment, il faudra rester extrêmement vigilant sur le vote électronique, le vote à distance, le vote par QR code, que sais-je encore, le vote au doigt levé, le vote... Parce que 27% quand même pour Emmanuel Macron dans les sondages, de manière perpétuelle, comme si tout allait bien, comme si c'était le meilleur. Mais de qui se moque-t-on? Alors je veux bien, il y a la bulle, il y a Bronner, tout ça. Vous ne vivez pas dans le même monde, mais quand même... Il insupporte une grande majorité de Français. Hein, 27%, bon, tu as quand même 75% qui ne peuvent plus de lui. Hein, donc je pense qu'à un moment, ça va se voir. Hein, y compris mon sondage sur le tabouret. 88% qui préfèrent élire un tabouret à la magistrature suprême plutôt que Macron pour 50+. Bon, ça dit quelque chose. Bref. En tout cas, attention, élection en danger. Et puis, Emmanuel Macron qui met en garde contre la précarité de la démocratie. Et alors lui, c'est vrai que niveau précarité de la démocratie, il s'y connaît. Hein. C'est quand même le mec qui a flingué tous nos droits et libertés depuis 2 ans, qui se comporte en autocrate par décret, qui a été le président de la violence, qui a saboté les manifestations de Gilets jaunes dans la violence d'État, la répression, qui continue de traiter les Français d'une manière méprisante et scandaleuse en les insultant. Et là, le mec te met en garde contre la précarité de la démocratie. Et c'est vrai qu'il s'y connaît en domaine de précarité, avec par exemple la réforme de l'assurance chômage, de quoi mettre des millions de Français dans la précarité, eux qui cherchent du travail. Menteur, vous êtes des assistés, vous ne cherchez pas du travail. Lui qui a flingué les APL tout de suite en arrivant, lui qui a supprimé l'ISF et qui dit allez les riches, hein, donnez un peu aux pauvres comme ça à la sortie de la messe, ça suffira bien. Hein. Ils vont se trouver un costard, ils vont traverser la rue, moi je leur trouverai du boulot, vous inquiétez pas. Et après il te dit attention à la démocratie, c'est fragile, vous savez. On ne se rend pas compte à tel point c'est fragile. Brigitte et moi, d'ailleurs, on fait très attention à la démocratie. Hein. C'est quand même, on vit quand même un moment particulier. Il faut de l'audace, hein. Il faut un certain courage, un certain culot même, un certain... Pour arriver à faire ses vœux comme ça. Puis alors, c'est là la nomenclature, bon, mauvais journaliste, je vous en parlais tout à l'heure. Allez, au revoir. Les Échos maintenant, l'autre journal de Bernard Arnault qui parle d'économie, vous allez voir, l'économie, ça va. Ce coup-là, ça va. Alors là, bon, quand même, la croissance mondiale, le grand écart entre pays développés et pays en développement, le Covid, ça va pas aider, hein, évidemment. C'est moyen pour les pays qui ont moins de thunes. C'est moins la fête que nous. Mais globalement, c'est pas la fête pour personne, hein, nous dit les Échos, avec une croissance mondiale qui va ralentir. Hein, c'est la Banque mondiale qui avertit.
et notamment la dette qui va peser un poids faramineux. Donc c'est simple, annulons la dette de tout le monde. De toute façon, c'est de l'argent qui n'existe pas, donc on va arrêter de donner un rein pour de l'argent qui n'existe pas. Et puis on repart à zéro, ça s'appelle un jubilé, ça permet de remettre les compteurs à zéro et de repartir sur des bases saines plutôt que de filer de l'argent à des gens qui ne savent plus quoi faire déjà de leur thune. Donc là, non, il faut surtout pas, attention, oulala, il y a l'inflation, il y a la dette, il va falloir beaucoup souffrir pour de l'argent qui n'existe pas. Et puis les écarts de croissance qui vont créer de nouvelles tensions géopolitiques, bien sûr. C'est Davos qui alerte là-dessus, vous allez voir. Et en France, l'activité résiste malgré la déferlante Omicron, selon la Banque de France. Et puis, tu te dis, alors la croissance, c'est pas si mal quand même. Mais si, non. Davos n'a pas eu lieu cette année sous sa forme habituelle où les gens viennent en jet à la montagne pour voir Papy Schwab manger de la choucroute et dire « Ce serait bien qu'on se transforme tous en des transhumanismes qui vivent 1000 ans et qui mangent des pauvres. Qu'est-ce que ce serait bien? Qu'est-ce que tu en penses, toi, le directeur de McKinsey ?» Oui, je trouve que ce serait bien, effectivement, si on pouvait rigoler comme ça. C'est pas ça, Davos. Non, c'est des gens très sérieux qui font de la prospective. Alors, cette année, ils sont quand même super pessimistes. Alors, ils ont fait un dézoom avec Papy Schwab. Et donc, là, les mecs... Ouais, désolé. Ouais, je sais, les imitations, c'est particulier. C'est ces moments dans la revue de presse où tu dis « Ah là 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 !» un tabouret pour se pendre, non, je crois pas. En tout cas, les dirigeants sont particulièrement pessimistes. Écoutez, cassez-vous. Nous, regardez, on rigole tous les matins. On a des solutions. L'annulation de la dette. Écoutez, on va arrêter de travailler pour vos conneries. De toute façon, les profits, on n'en voit jamais la couleur. Non, je pense qu'on peut faire un autre monde sans vous. Si vraiment vous êtes aussi déprimé, restez avec Papy Schwab, mangez de la choucroute, faites du ski le matin, des trucs comme ça, aérez-vous. Mais foutez-nous la paix. Voilà. Alors, ce n'est plus un accès de mélancolie, mais une véritable dépression sur les 12 000 dirigeants interrogés par le Forum économique mondial qui organise le sommet de Davos, décalé cette année pour cause de Covid. Ils avaient peur aussi d'un attentat, ou que des mecs viennent les manger. Ils ont dit, cette fois-ci, ça y est, qu'est-ce qu'on fait, Klaus? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent venir nous manger. Mais non, c'est nous qui les mangeons, ça ne marche pas comme ça. Non, si, c'est compliqué. Bon, alors attention. Dans le rapport sur les risques pour 2022, l'organisation met en garde. Le manque d'optimisme pourrait créer un cercle vicieux de désillusion et des troubles sociaux. Mais c'est pas le manque d'optimisme, en fait. C'est le fait que vous ne voulez pas partager. C'est qu'à un moment, quand tu as 100 milliards de dollars sur ton compte en banque, à part envoyer des fusées dans l'espace en forme de bite, joyeux anniversaire, Jeff, ça sert à quoi, bordel? Évidemment que les gens, à un moment, ils vont dire « Mais ça suffit !» Il n'y a pas de raison qu'un bipède aussi stupide que moi utilise cet argent pour maltraiter des travailleurs dans des entrepôts en leur empêchant de faire pipi à la pause. Non mais c'est dingue. Donc à un moment, évidemment que ça va péter, mais ça s'appelle la lutte des classes. Stupide. Ça s'appelle pas la désillusion ou la dépression. Non, c'est la lutte des classes. Et oui, on voudrait la faire oublier. Comme quoi le marxisme serait un temps d'hier. Mais non. Il y a toujours des pauvres, il y a toujours des esclaves, il y a toujours des travailleurs opprimés qui sont là pour cracher du profit pour des mecs qui s'en foutent plein les fouilles et qui ne travaillent pas. Voilà, c'est le monde. L'humain, il est fait comme ça. Donc, c'est des cycles. À un moment, l'optimisme, l'espoir, il est aussi du côté de l'utopie anarchiste, il est aussi du côté de la lutte, il est aussi du côté d'un autre monde possible, même si, évidemment, on a l'impression que les gens sont moins excités, mais ça peut très vite basculer. Dans les 52 pays les plus pauvres, où vivent 20% de la population mondiale, seuls 6% des habitants sont vaccinés. Alors tu sais, ils te font le lien entre troubles sociaux et vaccination. Je ne sais pas pourquoi. D'ici à 2024, les économies en développement, si on accepte la Chine, afficheront un niveau de PIB inférieur de 5,5% à celui qu'elles auraient atteint cette année-là sans la pandémie. Alors que les économies avancées, se situeront à 1% au-dessus. C'est pas énorme. Mais il y aura des tensions au sein des pays, mais aussi entre États, ce qui va compliquer la gestion de la crise climatique. Ah bah oui, parce qu'en plus, une fois que tu auras réglé le problème de la faim dans le monde, jamais, de la guerre perpétuelle avec des marchands d'armes de destruction massive comme les États-Unis qui font la guerre partout, pour rien, pour de l'argent, pardon, et qu'après tu fais « Ah non, mais attendez, il y a le réchauffement climatique. Ce serait bien que tu fasses pipi dans la douche, Michael. Ouais, s'il te plaît. Mais les avions qui tournent à vide, là, dans ta gueule, fais pipi dans la douche. Mets ton masque, même sous la douche, oui. Et puis ne prends pas de douche d'ailleurs. De toute façon, avec le masque, on se sent plus, donc tu peux rester sale.
Les dirigeants interrogés classent les événements météorologiques extrêmes et l'inaction contre le réchauffement parmi les risques les plus importants dans les 2 prochaines années ou à un horizon de 10 ans. Les risques sociaux à court terme, c'est ça qui les préoccupe le plus. L'érosion de la cohésion sociale. Que les pauvres veulent manger les riches, là ça les inquiète un peu. La crise des moyens de subsistance, il va bien falloir manger les riches à un moment. Et la détérioration de la santé mentale, ils sont fous, ils veulent manger les riches. Ça vraiment, c'est très très fréquemment cité par les dirigeants, qui sentent bien que ça chauffe. Ils disent, non mais, non vous n'êtes pas fous, si vous êtes en colère c'est normal, c'est pas normal ce qu'on vit. C'est dégueulasse. Et cette maltraitance institutionnelle, internationale, n'a pas de raison d'être. Donc à un moment, il va falloir évidemment se libérer d'une façon ou d'une autre. Donc c'est tout à fait possible. Pourquoi Alexis ne se présente pas au présidentiel? Mon fils de 10 ans. Mais comment ton fils de 10 ans s'intéresse-t-il à l'élection présidentielle? Et qu'est-ce que je ferais de plus dans cette course à l'échalote alors qu'il y a déjà Gaspard Koenig qui s'est même porté candidat hier en disant « je suis allé faire un tour chez les Français, je les ai vus, ils sont cool, j'ai envie de me présenter pour eux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, moi ?» À part des barbecues géants à l'Élysée tous les dimanches. Ce qui serait déjà une belle avancée sociale, quand même, le barbecue citoyen de la République. Ouais. Il y aurait un barbecue vegan, vous inquiétez pas, il y aurait tout. Mais bon, pas en 2022. Allez, peut-être en 2027, si on arrive à faire un grand mouvement populaire, si ce stream devient un des streams stars de la plateforme Twitch, si la chaîne YouTube dépasse les 100 000 abonnés, peut-être, alors envisagerai-je de me présenter à la fonction suprême et au vote de tous les Français. Et peut-être que je pourrais, à cette occasion, reprendre les mots de Nicolas Sarkozy, qui a su gérer ce pays comme un bateau dans la tempête. Peut-être, mais on n'en est pas là. En tout cas, on refera la déco, tu m'étonnes qu'on refera la déco de l'Élysée, bordel de merde. Il y aura du bleu, du rouge, ça va péter, ça va être très 3e République, je vous le dis, avec des grands portraits. Non mais oui, on pourrait faire un truc. Et puis j'aurai des grands projets architecturaux aussi, tu vois, pour Paris. La Tour Eiffel, c'est petit, la Tour Montparnasse, c'est petit. J'aimerais une énorme tour comme le Burj Khalifa, tu vois, à la gloire de la République, tu vois, ça s'appellerait la Tour de la République. Elle ferait 2000 mètres de haut. Il y aura un cours de tennis en haut, tu vois, comme à Dubaï. Connerie comme ça, tu vois. Il y a des architectes qui m'écoutent. Et ben voilà, la Tour Britney Spears, la Tour Choupi. Non, ça c'est le porte-avions qui s'appellerait Choupi. Le nouveau porte-avions, puisqu'on aura un programme de porte-avions, le Choupi. Non, ça pourrait avoir de la gueule. Et puis plein de centrales aussi flottantes. J'avais prévu ça déjà en 2012. Enfin bref, oui, pourquoi pas. Mais d'abord les 100 000 abonnés sur YouTube, le Twitch suprême sur cette plateforme, et on verra après. Et puis, bravo la France, bien sûr, le monde moderne, un superbe parti, et la Timmy Tower. Ça fait peur la Timmy Tower un peu, ça fait Tiny Tower. Donc voilà, donc Davos inquiet, attendez c'est pas fini, puisque là ils ont peur qu'on les mange évidemment, et donc c'est donc l'image d'un monde de plus en plus fracturé, avec, attention c'est une période très volatile, faite de multiples surprises, 42% des dirigeants qui anticipent une période très volatile faite de multiples surprises, 37% s'attendent à ce que différents pays suivent des trajectoires séparées qui distingueront les gagnants et les perdants, rien de nouveau, les mecs sont quand même très très cons, et c'est donc l'image d'un monde de plus en plus fracturé que donne le rapport de l'institution du Forum économique mondial. La coopération internationale est la clé, les prochaines années impossible en effet de lutter contre le réchauffement climatique sans accord au niveau mondial. Bon, la COP, tout le monde s'en fout en même temps, donc on va continuer comme ça me paraît bien. Et puis le président du forum, Børge Brende, ancien ministre norvégien des Affaires étrangères, évoque cette crise de la dette qui se prépare sur la planète et qui va fragiliser les États. Comme j'ai dit, la dette, on fait un jubilé et c'est fini, et tout va bien, et vous arrêtez d'être angoissés, de nous faire chier. Voilà. Très simple quand même. Et puis pour Peter Geiger, responsable des risques chez l'assureur Zurich Financial, qui a participé à l'étude, cet entêtement va entraîner l'action des États pour s'attaquer au réchauffement climatique. Voilà. Et puis la Chine est pointée du doigt pour sa stratégie zéro Covid. On dit ça ne marchera pas. Si vous faites ça, c'est pour vous couper du reste du monde. Et les Chinois, ils font ouais. Entre autres. Non, parce que le zéro Covid, évidemment que ça ne marche pas. Par contre, c'est très efficace pour fermer les frontières. Voilà, donc bon courage, Klaus. On suit tes aventures ici au monde moderne, on adore ça. C'est quand même formidable d'avoir la chance d'avoir des amis qui sont déjà modifiés.
Alors, les dividendes versés depuis 2008, ça c'est le moment. Bonne nouvelle de la revue de presse, ces capitalistes, foncez droit dans le mur et enlevez sa ceinture. Eh bien là, figurez-vous que les dividendes sont les plus hauts jamais versés depuis 2008, depuis la crise des subprimes, fils de pute. Et oui, on est à plus de 2000 milliards de dividendes. C'est génial, c'est jouissif, c'est super. Alors les chéris, je vais vous expliquer comment investir du Bitcoin, comment investir en bourse, comment devenir milliardaire dans la minute. Pour ça, il suffit de s'abonner, bien sûr, à la revue de presse du monde moderne, des conseils en crypto, des conseils en investissement, des conseils en bourse, des conseils en capitalisme, comment devenir un gros salopard d'enculé de patron de droite. Tout ça, c'est facile, c'est à votre portée. Il suffit de regarder tous les matins à 9h la revue de presse du monde moderne et de mettre des putains de bretelles et des cravates, fils de pute. Voilà, des cravates à rayures comme Donald Trump. Regarde-moi ça. Avec ça, tu vas te faire des fouilles en or comme jamais. Et alors, aujourd'hui, bien sûr, et il faut investir dans la biotech, évidemment. Pfizer, par exemple, BioNTech, des petites startups aussi qui sont en train de travailler sur la fonction CRISPR et de la recherche génétique. Pfizer, avec les milliards accumulés, est en train d'acheter des petites boîtes qui font encore plus d'ingénierie génétique. Donc voilà, donc pour gagner de la thune, c'est simple, il faut modifier l'humain comme les céréales. C'est facile, ou comme les bestiaux. Donc c'est très vite, c'est super facile. Oui, c'est la grande forme. Retourne-toi, Alexis, derrière, il y a la police. Oh, ça va Non. C'est génial, 2000. Regardez-moi ça, la bulle a pété en 2008, c'était petit, le monde va bien. Regardez le nombre d'argent magique, regardez ce fric qui sert à rien, qui permet à Jeff, bon anniversaire, d'envoyer des fusées en forme de bite dans l'espace pour rien. C'est génial. Tu te dis, putain, mais ce monde est formidable. Et alors, non seulement ça, mais le secteur bancaire pourrait reverser 85 milliards d'euros à ses actionnaires en Europe cette année. C'est bien sûr, là encore, un montant supérieur au record de 2008 avant que ça pète. Donc vous savez que ça va péter, c'est écrit dessus, il y a des bulles, c'est en surchauffe partout. La Fed sait que si elle augmente des taux, elle met des millions d'Américains à la rue dans des tentes parce qu'ils vont se faire exproprier de leurs baraques qu'ils ne pourront pas payer. En Europe, la BCE avec Christine Lagarde nous explique que tout va bien alors qu'ils sont comme ça avec la goutte de sueur, ils savent très bien que ça va péter aussi. C'est cyclique et 2008, 2022, ça me paraît bien, tu vois. Bon. Mais il faut attendre le mois d'avril que Macron soit réélu. Voilà. Après, il dira je suis allé prendre conseil auprès du président Sarkozy, qui a su gérer ce pays dans la tempête. Du coup, j'ai pris sa façon de parler, ce qui me permettra de vous expliquer pourquoi aujourd'hui, tous les Français de moins de 15 ans vont devoir donner un rein. Alors, je sais, c'est une mesure impopulaire, mais c'est la France. Donc voilà, les grands prêtres de la dette vont se donner à cœur joie, mais en réalité, la thune est là, il suffit d'aller la chercher. Voilà. Et elle sert à rien, cette thune-là. Parce qu'effectivement, les mecs n'investissent pas trop, en fait. Ils restent sur des valeurs refuge. Le refuge. Et puis, comme les mecs sont quand même super, je vous parlais de la Fed, la Réserve fédérale, eh bien, figurez-vous que le vice-président, petit coquinou de la Fed, précipite son départ. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il avait des conflits d'intérêts. Richard Clarida, c'est pas Richard Clamidia, mais c'est Richard Clarida, se barre 2 semaines avant la fin de son mandat. Alors il ira pas en tôle, et pourtant le mec, on sait désormais qu'il s'est délesté rapidement d'actions avant de les acquérir de nouveau au moment où la Fed prévoyait évidemment un plan. Et donc lui, entre le 27 février et le 1er... Le vice-président, donc, qui était proche de Powell, a reconnu une vente de titres juste au début de la pandémie, la plus importante qu'il n'avait jusque-là reconnue. Il a admis avoir vendu le 27 février entre 1 et 5 millions de dollars de parts d'un fonds obligataire et investi un montant équivalent dans un fonds en action juste avant que la Fed n'annonce des mesures d'urgence pour soutenir les marchés financiers. Et comme ils sont sympas entre eux, alors ils l'ont pas foutu en tôle, même pas de bracelet, non, il est bien traité. Il part juste un peu à la retraite un peu avant. C'était un professeur d'économie à Columbia. Il avait été nommé par Donald Trump en 2018. Et ses petits copains de la Fed, en fait, il n'y aura pas d'impact à court terme, bien sûr. La politique monétaire américaine ne va pas changer. Et puis c'est Lael Brainard qui va le remplacer à la Fed, et ses petits copains de la Fed avaient fait à peu près les mêmes transactions. En fait, tu te rends compte que là il y avait Robert Kaplan notamment qui s'était retiré après avoir été mis en cause pour les mêmes problèmes. Et puis après ces transactions polémiques, la Fed a modifié ses règles afin d'éviter les conflits d'intérêts avec ces nouvelles règles.
Alors c'est génial, hein, tu te dis, les opérations de Richard Clarida restaient légales, donc tu vois, il va pas en tôle, même avec les nouvelles règles, c'est super, mais elles auraient juste dû recevoir l'approbation de ses petits copains aussi corrompus que lui à la Fed. C'est super bien foutu. Donc les mecs, quand même, organisent leur impunité, leur irresponsabilité, s'en mettent plein les fouilles, et t'expliquent, salaud de pauvre, qu'il va falloir que tu rembourses la dette, hein, avec un rein, si possible, en disant merci. Dis merci. Dis merci à Robert Clamidia. Donc voilà, c'est quand même un monde de merde, hein, vous le savez. C'est d'ailleurs pour ça que vous regardez cette revue de presse et qu'on arrive à en rire, parce que peut-être qu'un jour, on aura un autre monde, hein, comme le chantait ce groupe français à l'époque. En attendant, on a quand même la preuve sous les yeux que ce sont des corrompus qui nous gouvernent, que ce soit Ursula von der Leyen, hein, qui avait des conflits d'intérêts avec les cabinets de conseil lorsqu'elle était au ministère de la Défense en Allemagne, et puis avec son mari maintenant qui travaille bien sûr dans l'ingénierie génétique, et son copain Albert, hein, à qui elle remet des trophées en forme de boule à neige à Washington pour dire que c'est génial. Ah super, oh là là, on a bien sauvé les Européens et on s'est bien fait quelques milliards de côté comme ça, c'est super. Notre ami Emmanuel Macron, notre président, le meilleur du monde, il faudrait surtout pas remettre en cause le fait qu'il a claqué un SMIC par jour quand il a quitté la banque d'affaires, jusqu'au moment où mais où est passé l'argent d'Emmanuel Macron? Fake news, fake news. You're fake news, you're fake news, you're fake news, you're CNN, you're fake news. En tout cas, Alexis Poulain président, un jour peut-être dans un autre monde, ou même dans ce monde-là, pourquoi pas, écoutez, mais pour ça il faut un parti, il faudrait que j'ai Bolloré qui me mette tous les jours à l'antenne, hein, pour que je dise, mais vous savez, mais Christine, mais le couscous, mais c'est une attaque, mais c'est un coup de couteau aux valeurs de la République. J'en suis incapable en fait. J'aurais du mal à le dire avec sérieux, mais bon, pourquoi pas. On a déjà le tabouret, c'est vrai, c'est pas mal, tabouret 2022. On a la solidarité, on a l'humour, on a l'amour, c'est tout ce qui manque. Alors continuez d'être drôle, continuez d'être solidaire, continuez d'être sympa, continuez d'être respectueux, continuez d'être non violent aussi. Je sais que beaucoup veulent des fourches, tout ça, pour faire du jardinage biologique et bioéthique. Mais malheureusement, ouais, pour changer le monde, il va en falloir de l'énergie, parce qu'on a affaire à des gros salopards quand même. Excusez-moi du mot, hein, mais je vois pas comment dire autrement, hein, monsieur l'agent. Et donc il va falloir, peut-être avec la bienveillance tout simplement, peut-être qu'on pourrait faire ça. L'honnêteté aussi, ça peut changer les choses. Le couscous, les fourches, les élastiques à chibre, pour ceux qui en ont, pour ceux qui veulent le commander, bien sûr. Je m'excuse pas, jamais. Ne vous excusez pas, soyez fiers d'être vous-même. N'hésitez pas, bien sûr, à aider le monde moderne sur Patreon. Vous pouvez y récupérer des mugs. Et bien sûr, dès que vous êtes bienfaiteur, n'hésitez pas à envoyer votre enveloppe timbrée à votre nom et adresse, à l'adresse du Monde Moderne qui s'affiche ici. Le Monde Moderne, 112 avenue de Paris, CS 60 002 94 306 Vincennes, CEDEX. Ça vous permettra de recevoir l'objet dont tout le monde parle encore, l'objet qui a fait couler tant d'encre, l'élastique à chibre du Monde Moderne, qui brille dans la nuit, qui protège à peu près de tout, hein, y compris de la violence sociale. Donc n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous d'avoir été aussi nombreux pour cette revue de presse. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est l'enveloppe. Voilà, pardon. Demain c'est Antoine normalement qui s'y colle, s'il va bien, et puis vendredi peut-être qu'on fera un truc à deux, ou peut-être que je serai là, je ne sais pas. Et puis la semaine prochaine, tiens, je vous annonce le retour du 20h, vous savez, ce moment suspendu dans le temps où nous faisons un JT de 20h à l'époque où on s'en foutait un peu de tout, quoi. Et donc ça permet d'aller bien, et c'est vrai. Merci pour tous vos messages d'encouragement, merci pour votre soutien, merci à Kika pour la modération, merci bien sûr, merci le monde, merci la lune pour faire le cycle de l'eau, merci à tous, merci les oiseaux migrateurs, merci au pollen, merci aux abeilles, merci la remontada, merci Christiane Taubira pour ses poèmes, merci Jean-Luc Mélenchon pour ses discours, merci aussi Nicolas Sarkozy pour ses livres si emblématiques finalement, si inspirants, merci Valérie Pécresse, non, pas merci, non. Non, non, parce que quand même, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. C'est tous les matins à 9h, c'est la revue de presse du Monde Moderne. Allez, à demain, ciao, et prenez soin de vous.
Et prenez pas tout ça trop au sérieux, surtout, malheureux.